Juste une petite slide de rappel sur la définition de l'achalasie. On ne peut pas parler du poème sans rappeler ces quelques notions de base de manométrie. Première chose à dire, c'est qu'il faut une manométrie de haute résolution pour raisonner sur le traitement d'une achalasie en 2023 et en 2024. On ne peut plus raisonner avec des données de manométrie à cathéter perfusé qui ne permettent pas de classifier les sous-types d'achalasie, comme par exemple ici en type 1, 2 et 3. Merci beaucoup. Donc il faut exiger un compte-rendu d'une manométrie de haute résolution. La définition, pour le coup, elle n'a pas tellement changé. C'est le défaut de relaxation de la jonction ésogastrique, caractérisé par une PRI, une pression de relaxation intégrée supérieure à 15, et pas de péristaltisme normal, une contraction œsophagienne péristaltique normale, c'est exclu le diagnostic d'achalasie. Et donc, selon le phénotype, pas de contraction du tout. La péristaltique, c'est le type 1. Ces contractions anormales, qui ne sont d'ailleurs pas des contractions, mais des pressurisations panésophagiennes, c'est le cas le plus fréquent, c'est l'achalasie de type 2. Et puis des contractions prématurées, dites spastiques, c'est l'achalasie de type 3, qui est en fait, dont on parle souvent, notamment dans les cas du poème, mais qui est en fait une rareté. C'est 10% des achalasies. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du traitement de l'achalasie ? Est-ce qu'on attend une guérison de la maladie ? Non. Est-ce qu'on peut attendre une amélioration symptomatique ? Et à quel point ? Oui, c'est ça notre objectif, c'est de faire descendre le score des cartes à moins que 4, ce qui veut aussi dire en miroir que qui est-ce qu'on va traiter ? C'est des gens qui ont une achalasie, mais une gêne fonctionnelle caractérisée par un score des cartes de 4 ou plus. Et donc, pour mémoire, c'est la dysphagie, les douleurs thoraciques, l'amaigrissement, les régurgitations, gradées de 0 à 3 avec un maximum à 12. Est-ce qu'on va attendre une guérison des traitements de l'achalasie ? Même les traitements majeurs, ici c'est les résultats à long terme avec 10 ans de suivi d'une étude randomisée très rigoureuse, comme savent le faire les Néerlandais, après une myotomie chirurgicale et une myotomie de LR. Enfin, à vrai dire, il y a les deux courbes. Il y a myotomie et pneumatique, et dilatation pneumatique. Et vous voyez, alors la courbe des dilatations pneumatiques, la courbe verte, elle n'est pas vraiment très crédible parce qu'en fait, les patients pouvaient être redilatés. Donc c'est pas vraiment du jeu, alors que le LR, il l'avait une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Que contrairement à ce que racontaient les chirurgiens aux patients à l'époque, ils ne vont pas être guéris de l'achalasie par la myotomie de LR. Ils vont être largement améliorés, durablement améliorés. Mais vous voyez qu'à 5 ans, il y a 20% des gens qui ont récidivé. Et à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, on voit arriver ces patients avec des récidives d'achalasie. Donc, je ne dirais pas que c'est systématique, mais enfin, ce n'est pas un traitement. C'est la myotomie, qu'elle soit chirurgicale ou endoscopique, comme on va le voir, n'est pas la martingale. Le patient va vivre avec son achalasie et on doit l'améliorer le plus longtemps possible et au coût pour le patient le plus faible possible. Alors, la référence, bien sûr, la myotomie de LR, enfin la référence historique, myotomie de LR avec fin d'oplicature selon Dor. Ça a été étudié dans tous les sens, que la laparoscopie fait mieux que la laparotomie, que la laparoscopie fait mieux que la thoracoscopie. Ça marche chez plus de 9 patients sur 10 à 1 an, comme tous les traitements de l'achalasie, comme la dilatation, comme la myotomie endoscopique. Mais comme je vous l'ai montré, il y a 15 à 20% des gens qui vont avoir récidivé à 5 ans de leur achalasie. Les complications, une fois n'est pas coutume dans ces études chirurgicales, elles sont un peu surévaluées. Ils ont été un peu durs avec eux-mêmes, les chirurgiens, là-dessus. Et ils ont compté comme complications des petites lésions de la muqueuse, la mucosotomie, qui eux, on va dire comme une complication, mais qui n'avaient pas forcément de conséquences cliniques. Et finalement, les vraies complications, c'est 2-3%, avec des épanchements, des réinterventions, des hospitalisations prolongées, etc. Le deuxième problématique, c'est la question du reflux gastro-œsophagien, qui survient dans 20 à 30% des cas lorsqu'on fait une myotomie, et qu'ils ont prétendu avoir fait baisser à 10%, avec une fin d'applicature, un pseudo-fin d'applicature selon Dor, qui font pour s'opposer au reflux et puis aussi pour recouvrir cette large myotomie qui va exposer la muqueuse œsophagienne. Est-ce qu'il y a encore des indications de myotomie de LR avec fin d'applicature selon Dor en 2023 et 2024 ? À mon sens, non, comme j'espère pouvoir vous en convaincre. Donc on va parler bien sûr maintenant du poème. Très brièvement, si on repasse en revue, donc c'est une intervention effectivement assez graphique, assez télégénique, dont vous avez sans doute déjà vu et revu les différentes étapes, mais je ne vais quand même pas résister à la tentation de vous les montrer. La première partie consiste à faire une injection sous-muqueuse 10 cm en amont de la jonction œsogastrique, de ce qu'on suppose être le sphincter inférieur de l'œsophage. Puis on va tunnéliser avec, ici c'est un titinef qui est utilisé, mais ça peut être n'importe quel couteau de dissection, la sous-muqueuse. On va progresser dans cette tunnélisation. On a à droite de l'écran la musculeuse œsophagienne, en face la muqueuse, à gauche en face la sous-muqueuse et à gauche la muqueuse, qu'on va venir donc tunnéliser jusqu'à atteindre ce qu'on pense être
le pôle inférieur du sphincter inférieur de l'œsophage, mais ce n'est pas du tout comme pour le pylore, où là, le sphincter est très nettement visible. En fait, c'est un complexe fonctionnel, donc on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Et l'usage est de poursuivre au moins 2 à 3 cm dans l'estomac, une fois qu'on a franchi les repères qui nous semblent être les repères de l'estomac, c'est-à-dire les vaisseaux palissadiques qu'on arrive à deviner dans la sous-muqueuse, qu'on voit apparaître des gros vaisseaux qui caractérisent la sous-muqueuse gastrique, qu'on voit que la musculeuse change d'aspect, au lieu d'être bien palissadique, elle devient un peu plexiforme, elle change d'aspect. Et puis il arrive qu'on ressorte du tunnel et qu'on aille dans la lumière gastrique, en rétrovision, s'assurer que vraiment le tunnel réellement est arrivé jusqu'à l'estomac sur 2-3 cm. Puis on va faire la myotomie elle-même, donc l'incision de la musculeuse, et on voit très bien cette espèce de tissu qui est peut-être une sclérose ésophagienne, une sorte de tissu cellulo-graisseux à travers lequel on devine le péritoine et le médiastin. Et puis ensuite, on va fermer l'incision de la muqueuse de façon la plus hermétique possible, avec autant de clips que nécessaire. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, maintenant, c'est une technique où on peut dire qu'elle est vraiment mature, qu'elle est vraiment pratiquée en routine. On prévoit généralement un créneau d'1 heure, mais on a parfois des bonnes surprises et on peut faire les examens, l'intervention parfois en une demi-heure ou en tout cas en largement moins d'1 heure. On a l'habitude, en tout cas nous à Cochin, je pense que c'est la pratique de la plupart des centres, d'hospitaliser les patients une nuit après, en les laissant à jeun strict et en les réalimentant de façon liquide que le lendemain matin. Puis ils peuvent sortir s'il n'y a pas eu de complications, mais il y a des centres, et en particulier à Marseille, qui ont rapporté des expériences ambulatoires de POEM. Effectivement, le taux de complication est relativement faible. L'efficacité, vous retrouvez les mêmes chiffres que tout le temps dans la chalasie, c'est-à-dire 9 patients sur 10 vont aller mieux à 1 an, et ça devrait faire écho avec les chiffres que je vous ai montrés sur la myotomie chirurgicale. C'est pareil, on a aussi des récidives, on observe qu'il y a 15% des gens qui vont récidiver leur achalasie autour de 5 ans. On a plein d'essais rétrospectifs, et puis on a 2 essais randomisés contrôlés de très bonne méthodologie, un néerlandais qui est en fait international et un allemand, qui sont cités en référence ici, et qui ont comparé la myotomie de LR au POEM et la dilatation pneumatique au POEM. Et donc on a des chiffres qui sont quand même assez crédibles, qui nous confirment le taux de complications, notamment les complications sévères, 2 à 3%. Vous voyez là aussi, on est vraiment pratiquement superposable à ce qui était rapporté avec la myotomie chirurgicale. De quoi on parle? Des épanchements pleuraux au contact probablement de l'incision, de la myotomie, des pneumopathies, probablement plutôt par inhalation ou par atélectasie, et puis heureusement des exceptionnelles fistules qui correspondent à la réouverture du tunnel qui a été fait à une plaie muqueuse ou à des lâchages de clips qui vont amener de la salive, des débris liquidiens voire alimentaires à sortir de l'œsophage, et la nécessité de façon ultra exceptionnelle des prises en charge chirurgicales, mais en tout cas, à tout le moins, des hospitalisations prolongées, le temps qu'on laisse le patient à jeun et que tout ça se colmate. Et puis, l'autre complication, c'est le reflux gastro-œsophagien. La principale question pour le reflux gastro-œsophagien, c'est comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on interroge les patients et qu'on leur demande s'ils ont des régurgitations? On imagine bien que ce n'est pas très fiable chez quelqu'un qui a d'une part l'habitude des symptômes et d'autre part parfois un œsophage large, donc une sensibilité qui va être modeste aux régurgitations. Est-ce qu'on regarde l'œsophagite peptique en endoscopie? Là encore, s'il y a une petite stase ésophagienne, on peut avoir des facteurs confondants. Et puis on peut très bien avoir du reflux authentique sans œsophagite peptique. Ou est-ce qu'on regarde la pH-métrie? Et là encore, il y a un autre problème de définition, parce que quand on a un œsophage large, on a de la stase salivaire. Cette stase salivaire, elle va s'acidifier avec le temps, notamment la nuit. Et donc, on peut avoir des valeurs de pH-métrie élevées, anormalement élevées, qui ne traduisent pas un reflux, mais qui traduisent une acidification du contenu de l'œsophage. Donc en fait, on n'a pas de bon standard pour décrire ce que c'est que le reflux après myotomie, sauf évidemment l'œsophagite grade C ou D, l'œsophagite peptique sévère. Là, je pense qu'on est tous d'accord, c'est assez consensuel cette définition. Donc les avantages du POEM par rapport non pas à la myotomie chirurgicale, puisque celle-là elle est vraiment pour moi mise de côté, mais par exemple à la dilatation, qui est un traitement qui à mon sens garde encore sa place en 2023-2024. L'avantage, c'est que c'est une procédure en un temps, qu'on a très peu d'échecs primaires et qu'on va pouvoir traiter non seulement le sphincter inférieur de l'œsophage, mais aussi le corps de l'œsophage, qui a son importance probablement pour certaines maladies du corps de l'œsophage, comme l'espasme œsophagien, comme l'œsophage marteau-piqueur, l'œsophage hypercontractile maintenant, ou probablement comme l'acasite type 3. Les limites, c'est qu'on a 2 à 3% de morbidité sévère. Je vous rappelle que la dilatation pneumatique, qui était beaucoup battue en brèche,
ça arrive de perforer, mais dans les expériences les plus récentes, c'est 0,5% de perforation. C'est pas 3 à 4% comme on le disait avant. Donc la morbidité sévère, elle n'est pas de 2 à 3% dans le traitement par dilatation pneumatique. L'autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a ce reflux, qu'est-ce qu'il faut donner aux patients, comment est-ce qu'on les prend en charge. En tout cas, certainement pas par fin d'applicature, puisque là, on a un œsophage qui est atone, je vous le rappelle, et donc faire une fin d'applicature secondaire après un reflux sévère post-POEM, généralement, ça se passe pas très très bien. Et donc, il faut garder en tête que, pas plus que la myotomie chirurgicale, le POEM est un traitement définitif de l'achalasie. Au fait, que nous disent les recommandations internationales? On a ces recommandations européennes qui datent d'il y a 3 ans. Vous voyez, par rapport aux messages qui peuvent être passés dans certains congrès où voilà, maintenant on fait des poèmes à tout le monde, et c'est d'ailleurs pour ça que la présentation aujourd'hui existe, les recommandations sont beaucoup plus mesurées. La prise de décision implique le patient, on discute au cas par cas, les techniques qui sont disponibles, les comorbidités, les risques. Eux, ils évoquent la dilatation pneumatique, la myotomie chirurgicale ou endoscopique en les comparant, en considérant qu'il y avait des efficacités comparables, et en disant qu'on peut passer de l'une technique à l'autre. Enfin, en gros, ils ne se mouillent pas tellement, mais ils n'actent pas ni l'abandon de la myotomie chirurgicale, ni l'abandon de la dilatation pneumatique. De l'autre côté de la Méditerranée, de l'océan Atlantique, c'est presque pareil. On considère que les 3 techniques ont des efficacités comparables sur les achalasies de type 2 et 3, et on privilégie la myotomie chirurgicale ou endoscopique pour l'achalasie de type 3, eu égard au fait qu'elle intéresse aussi le corps de l'œsophage et donc elle nécessite un traitement un peu plus prolongé que juste sur le sphincter inférieur de l'œsophage. Et alors pourquoi est-ce qu'on nous parle encore et encore de l'achalasie de type 3 ? Principalement, alors que c'est si rare, principalement à cause de ces données-là. Là encore, c'est une étude d'une cohorte néerlandaise qui comparait myotomie de LR, dilatation pneumatique, mais un peu plus précocement que les résultats à très long terme que je vous ai montrés. Et on voit que à moyen terme, dilatation pneumatique, myotomie de LR, ça marche à peu près de façon comparable pour les types 1 et 2. Heureusement, c'est 90% des achalasies. Mais pour cet exceptionnel type 3, et vous voyez le nombre de patients, vous voyez, c'est 8 et 10 patients. Cette courbe suggère que ça marche beaucoup moins bien, enfin que ça sert presque à rien de faire des dilatations pneumatiques et qu'il faut vraiment faire une myotomie chirurgicale. Et donc c'est sur ces données-là, et puis sur le concept de traiter le corps de l'œsophage que on recommande presque, enfin que les Américains là en viennent presque à recommander la myotomie chirurgicale ou endoscopique pour le type 3. Mais finalement, quand on regarde les données de ces 2 essais, c'est dans les supplémentaires matériels, ils ne le mettent pas forcément en avant, ce pas les résultats les plus importants, de ces 2 essais randomisés contrôlés qui comparent dilatation pneumatique ici versus myotomie, et vous voyez ici les sous-types d'achalasie type 1, type 2, type 3. Il n'y a pas de sous-type d'achalasie dans lequel la dilatation pneumatique ou le POEM fait mieux qu'un autre. Et c'est pareil dans l'autre essai qui est l'essai chirurgical, POEM versus myotomie chirurgicale, c'est ce que j'ai encadré là. En fait, vous voyez qu'il n'y a pas de signal clair d'efficacité supérieur du POEM ou de la myotomie chirurgicale dans le type 3. Tout ça pour vous dire que c'est peut-être mieux dans le type 3, mais ce n'est pas non plus un crime de faire une dilatation pneumatique à une achalasie de type 3. Donc pour conclure, à qui est-ce qu'on propose un POEM en 2024 ? Peut-être aux achalasies de type 3, mais sur des données quand même relativement fragiles. En tout cas, si on le fait, il faut tenir compte de l'avantage du POEM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder la manométrie précisément, estimer sur combien de centimètres au-dessus du sphincter inférieur de l'œsophage remonte l'activité spastique et donc adapter la longueur de la myotomie à la zone qui est spastique. Aux patients qui ont une achalasie de type 1-2, c'est possible, ça marche, mais il va falloir informer de façon vraiment loyale le patient. Il est évident que tout le monde préfère faire un POEM que de faire une dilatation pneumatique, surtout s'il s'agit d'en faire 3 une semaine après une semaine, et quelque chose d'à la fois plus élégant, de plus satisfaisant sur le plan endoscopique. Mais ça, c'est pas ce qui compte. Donc il faut savoir si ça correspond à la demande du patient, s'il est d'accord avec le risque de complications. Moi, un des arguments qui me fait choisir le POEM, ça peut être l'éloignement géographique. C'est sûr que le patient qui a traversé l'Atlantique pour venir des Antilles, pour se faire prendre en charge de son achalasie, on ne va pas lui faire revenir 3 fois de suite pour faire des dilatations pneumatiques répétées, dont on sait en plus qu'elles ont une durée d'efficacité moindre. Les comorbidités du patient doivent rentrer en ligne de compte aussi. L'association à un diverticule épiphrénique, on sort un peu de l'achalasie, mais là c'est une situation dans laquelle on pense qu'il y a un plus grand risque de perforation lors des dilatations pneumatiques, pour des raisons de fragilité tout simplement de la paroi œsophagienne, et où donc la myotomie, le POEM va avoir la possibilité de, pas vraiment traiter le diverticule, mais réduire l'angle de raccordement du diverticule avec la paroi, et puis en même temps faire la myotomie du sphincter inférieur de l'œsophage.
Et l'âge, j'ai mis point d'interrogation parce que c'est vrai que conceptuellement, traiter des enfants ou des adultes jeunes avec un traitement qui donne 30% de reflux et potentiellement d'œsophagite sévère, c'est quand même peut-être pas forcément un service à leur rendre, même si j'espère vous avoir convaincu que ce n'était pas un traitement définitif et que la chalasie va probablement revenir. Il n'est pas évident que qu'on ne soit pas confronté un jour à des complications liées au reflux sévère, pratiquement à ce modèle expérimental de reflux gastro-œsophagien sévère qu'on crée quand on fait une myotomie à un patient jeune. Évidemment, quand il y a l'échec d'une autre approche thérapeutique, là on est vraiment droit dans nos bottes pour proposer le POEM. Et dans tous les cas, si on fait ça, compte tenu de ce taux de reflux qui est quand même significatif, je pense qu'il faut réévaluer d'une façon ou d'une autre le reflux gastro-œsophagien chez le patient, au minimum par une endoscopie qui peut être faite par exemple à 1 an à la recherche d'une œsophagite peptique. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer peut-être qu'on va mettre le patient sous IPP et peut-être qu'on va le garder sous surveillance endoscopique, compte tenu de un petit peu comme on le fait avec les patients qui ont une sleeve, dont on sait que ça favorise énormément le reflux gastro-œsophagien. En conclusion, le POEM, c'est devenu un traitement de routine de la chalasie. Il a, à mon sens, remplacé complètement la myotomie chirurgicale de LR, mais pas la dilatation pneumatique. On peut le proposer en première intention, principalement dans la chalasie de type 3, tout en gardant en tête qu'on va avoir une morbidité sévère chez 2 à 3 patients sur 100 et qu'on va induire un reflux gastro-œsophagien potentiellement sévère chez un patient sur 3. Et je vous remercie de votre attention. Maximilien, merci beaucoup pour ta présentation. Tu tranches pas vraiment, en fait. Tu dis que c'est possible. Et je m'en veux souvent parce que au terme de mon explication aux patients, je me surprends. Enfin, ils choisissent la dilatation et je me retrouve. Je suis le premier à en pâtir. Quelle est ton intime conviction ? Je suppose, comme tous, il y a 5 ans, on dilatait encore un peu et il y avait très très peu de poèmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de poèmes, donc c'est une technique qui prend sa place. Est-ce que vous faites dans ton service, est-ce que vous faites encore des dilatations ou pas ? Ah vraiment, c'était pas une posture que j'ai prise. On en fait vraiment. J'en fais 3 ou 4 par semaine. D'accord. C'est vraiment, pour moi, c'est pratiquement moitié-moitié. Et je préfère, comme tout un chacun qui sait faire des poèmes. Encore une fois, c'est une technique qui est plus satisfaisante, qui est beaucoup plus maîtrisée, qui est plus durablement efficace. Donc il y a plein de bonnes raisons de faire des poèmes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit, comme je vous dis, je suis pas sûr que ce soit réellement la préférence des patients à chaque fois. Et c'est pas comme si on les guérissait de la chalasie en leur faisant un poème. On a quand même parfois des patients qui vont un beau jour récidiver. Et là, intervient comme quel cofacteur ? C'est-à-dire le plus jeune, il aura plus facilement un poème ou le plus vieux aura plus facilement un poème ? Le plus vieux aura plus facilement un poème. Le plus vieux qui n'est pas par ailleurs passé du côté de l'anesthésie à risque et des multiples facteurs de risque qui feront que la complication serait mal tolérée. D'accord, donc les jeunes... je leur explique... Ils ont encore le choix de la chalasie, de la dilatation. Ah, oui. D'accord. La question du reflux chez les patients jeunes me fait renoncer au poème assez fréquemment. Moi, j'ai fait beaucoup de manométrie et de dilatation, notamment chez les personnes âgées. J'ai jamais conseillé de poème chez des personnes de 85 et plus, qui arrivent avec une achalasie inaugurale. Une séance de dilatation en 30 mm, en général, suffisait pour les années qui leur restent à vivre. J'ai jamais eu de perforation à 30 mm. La seule perforation que j'ai eue, c'était avec 35 mm sur un patient que je ne connaissais pas, qu'on m'avait demandé de dilater et qui n'avait pas eu de manométrie. Donc je pense que le risque de perforation à 30 mm, il est faible. Il vaut mieux refaire plusieurs séances à 30 mm que d'augmenter selon le protocole traditionnel à 35 ou 40, où le risque perforatif augmente. Et enfin, quant au poème, il y a vraiment ce problème de reflux. Quand des gens, c'est vrai qu'il faut faire le diagnostic comme on peut, mais dès que des gens deviennent IPP dépendants, le reflux, il est problématique. Et je pense que le poème, il a été très fort poussé par les endoscopistes interventionnels. Bon, je fais du caté, je ne faisais pas de poème, mais je pense qu'il faut être prudent avec le poème quand même, sur le long terme. Merci. Max. Oui. Vas-y. Une question. On dit très bien que la chalasie, c'est une maladie chronique, elle peut réapparaître. Donc tu prends un patient, tu lui fais une dilatation, et le patient revient. Au bout de plusieurs dilatations, tu décides de faire un poème. Tu n'as pas beaucoup plus de problèmes pour faire un poème à la suite de multiples dilatations à cause de la fibrose qu'elle peut générer ? Non. Ça pas... Là où on va avoir des problèmes techniques pour le poème, c'est sur certains mégaésophages très évolués,
avec beaucoup de stages, une muqueuse qui est un peu modifiée, et où parfois on se rend compte qu'il y a presque plus de plans sous-muqueux. Et donc on a quelques rares échecs techniques, mais vraiment primaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à créer le tunnel, ou bien on passe complètement à travers de l'œsophage. Bon, c'est très rare, et donc là, c'est un échec technique. Mais en revanche, le fait d'avoir eu des traitements avant, botox, dilatation, même itérative, ça pose pas de problème. J'ajoute juste, pour le coup, donc c'est vrai que le taux de quand on dit 3% de perforation sur les dilatations, c'est certainement surévalué. Et en revanche, pour le coup, moi, quand je traite par dilatation, le problème des dilatations, c'est qu'on fait une dilatation à 30. Le patient va un peu mieux pendant quelques mois, peut-être quelques années, le temps qu'il se rende compte qu'il se résolve à consulter, qu'il revienne, on le reprend, on ne sait pas s'il faut reprendre à 30, reprendre à 35. Donc pour le coup, quand j'ai un patient, typiquement la situation du patient avec une achalasie à 18 ans, et je lui dis on va vous traiter plutôt dilatation parce qu'on veut éviter le risque de reflux difficile à prévoir avec le POEM, je lui propose la complète, c'est-à-dire 30, 35, 40, une fois chaque semaine. Comme ça, j'étais jusqu'au bout du traitement. Et s'il a été mieux avec ça pendant 5 ans, très bien, c'est gagné. Et au bout de 5 ans, on se posera la question s'il récidive, éventuellement une autre série de traitements par dilatation ou une myotomie ou le truc qui aura été inventé depuis. Mais s'il récidive dans l'année, j'estime qu'on a, si ce n'est un échec primaire, en tout cas une durée d'efficacité insuffisante. Et là, je me sens légitime pour lui proposer le POEM. Et donc ça pour dire que par rapport à ce que vous disiez, quand je me lance d'une prise en charge par dilatation, je fais vraiment jusqu'au bout du protocole. Et effectivement, sauf chez certaines personnes âgées, on a quand même un taux de perforation. Enfin, je m'en rappelle encore de patients qu'on a perforés, quoi. J'avais une petite question pour un patient jeune qui a déjà eu un POEM et qui fait en fait une récidive avec stase œsophagienne, cardiaque très difficile à franchir. Qu'est-ce qu'on propose? Un nouveau POEM? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu que la fibre musculaire n'a pas été assez coupée. Il faut refaire un POEM? Alors c'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend un peu du timing de la récidive. Est-ce que le patient a été vraiment complètement mieux à la réévaluation à 3 mois, on peut dire précoce, et puis que un an après il a récidivé, ou là on peut imaginer que c'est vraiment une nouvelle récidive, quoi. Il y a des phénotypes particuliers, comme si les gens cicatrisaient leurs muscles, quoi, hein. Et donc là, on peut se poser. Ce qui est officiellement recommandé, ce que suggèrent la plupart des données, c'est qu'il faut faire un deuxième POEM. En ce qui me concerne, c'est pas ce que je fais. Je les dilate en considérant qu'en fait, c'est des gens qui vont pas répondre à l'incision du muscle. Il faut avoir une autre approche. Donc moi, personnellement, je les dilate plutôt, même si c'est pas ce qui est recommandé, enfin, ce qui est pas ce qui est apparent des données disponibles. Et en revanche, si on a un échec primaire, vraiment, on voit le patient et il dit non, c'est comme si vous avez rien fait, docteur. Là, je documente l'insuffisance de la myotomie, souvent par une manométrie si le patient peut le tolérer, ou au minimum par un TOGD. Et sur la manométrie, c'est très caractéristique. On voit vraiment qu'il reste une zone qui n'a pas été sectionnée, souvent parce qu'on n'a pas été assez loin dans l'estomac. Ça saignait, c'était pas beau, on n'était pas à l'aise, on en avait marre. Bref, on n'a pas été assez loin. Et là, ça a du sens de proposer un redo POEM, vraiment une reprise du POEM, par un abord qui va être complémentaire, qui ne va pas être exactement la même voie d'abord. On fera postérieur si on avait fait antérieur ou inversement. Juste Maximilien, justement sur les voies d'abord, là, donc en général on commence par une voie postérieure et en cas de récidive on peut faire une voie antérieure. Et je suis un petit peu gêné par mes chirurgiens qui me demandent de plus faire de voie antérieure, car si jamais on a encore un nouvel échec, une récidive sur la voie antérieure, ils sont gênés pour faire une ICN. Qu'est-ce qu'ils te disent, toi, tes chirurgiens là-dessus? Enfin, le LR. Le LR, ouais. Ils ne voient plus un de nos malades. Donc ils ne disent rien parce que les seuls qu'on leur envoie, c'est ceux qu'il faut œsophagectomiser parce qu'ils ont eu tous les traitements, que le cardia est ouvert et l'œsophage est énorme et qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Donc autant dire que ça ne fait pas beaucoup de malades. Donc vraiment, je leur envoie plus du tout de patients pour des myotomies complémentaires. Ça fait bizarre de dire ça, ça serait comme si on guérissait tout le monde, mais vraiment, enfin, la problématique, c'est pas posé fréquemment d'avoir 2 échecs de POEM, quoi. L'autre question, on n'a pas beaucoup de données sur les troubles moteurs non achalasiques. Tu as un peu d'expérience. Il y a des publications qui montrent que ça serait efficace dans 70% des cas, mais il n'y a pas grand-chose qui sort dans la littérature. En pratique, tu fais quoi quand c'est des casse-noisettes ou autres troubles moteurs? Je me méfie. Je me méfie parce qu'il y a une publication bicentrique, je crois que c'est Bordeaux-Lyon, qui vraiment, je trouvais très, très intéressante. Ils avaient fait Botox versus sham dans les troubles moteurs dits hypercontractiles. Donc effectivement, c'est les œsophages hypercontractiles, l'espace mésophagien. Ils avaient pris quelques achalasies de type 3 et ils ont fait une manométrie à 3 mois et il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui récidivent, qui régressent tout seuls. Et qui sont ces patients? On ne peut pas forcément le savoir à l'avance, mais probablement que ça doit faire intervenir le reflux. Et donc c'est pour ça qu'en fait, chez certaines personnes, c'est juste des phénomènes
de douleurs thoraciques pseudo-angineuses, de douleurs de spasmes œsophagiens liés au reflux, et ça explique que ça fluctue dans le temps. Et donc, certainement que ceux-là, on ne va pas les améliorer en les traitant. Les vieux traitements médicaux, tu les utilises pas? Les vieux traitements médicaux, inhibiteurs calciques, tout ça, tu n'utilises jamais? Je les utilise chez les gens. Typiquement, dans ce genre de population, quelqu'un qui viendrait me voir en me disant « je voudrais un poème, on m'a fait un diagnostic d'œsophage hypercontractile », je temporise, j'évalue le reflux, et au besoin par une pH-métrie, ou au minimum par un test IPP. S'il a du reflux, surtout, j'y touche pas. Tout au plus, je ferai du Botox ou des traitements médicamenteux, parce que couper le sphincter inférieur de l'ésophage à quelqu'un qui a du reflux, on s'imagine bien que ça ne va pas arranger les choses. S'il n'a pas de reflux gastro-œsophagien, là, pour le coup, on peut se poser la question du poème. Ça marche effectivement pas, c'est pas 90% d'efficacité comme dans la chalasie, c'est plutôt 70% d'efficacité. Donc, on ne promet pas monts et merveilles aux patients. C'est un peu comme plus proche du G-poème en termes de statistiques ou d'efficacité. Donc, on peut tenter ça. Et il faut inclure tout le corps de l'ésophage. Mais généralement, je me laisse 2 ou 3 consultations avant de valider ce traitement pour vraiment être sûr que qu'on est vraiment sur du sûr et qu'on est sur des patients réellement gênés et qui sont vraiment demandeurs, quoi. Une dernière question? Oui, juste là pour rebondir sur les patients qui sont œsophages hypercontractiles. Je crois dans la publication, en fait, ils n'avaient pas beaucoup de patients, c'est une vingtaine de patients. En fait, il y avait les patients qui avaient un spasme de l'œsophage et cela semblait être amélioré, mais n'atteignait pas la significativité. Et par contre, les œsophages maintenant dits hypercontractiles, les marteaux-piqueurs, où vraiment on a l'impression que ça servirait vraiment à rien. Moi, j'avais juste une question. Est-ce qu'on, dans la littérature, on a des données sur les complications sur les traitements de seconde main? Parce que, est-ce que quand on reprend un patient à 10 ans ou à 20 ans d'un LR, on n'a pas beaucoup plus de perfos quand on dilate? Est-ce qu'on a des données ou c'est un peu effet centre et avis d'expert? Ouais, non, j'ai pas. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas de données sur les statistiques de reprise après LR. Mais c'est sûr que après LR, et je pense que ce n'est pas le problème du LR, c'est le problème du DOR, cette espèce de demi-fin d'oplicature sur un œsophage qui est hypotonique, je pense que ça vieillit très mal. Les récidives qu'on voit 20 ans après ou 15 ans après, l'œsophage est non seulement déformé, mais comme étranglé, déformé en siphon, et c'est compliqué de rattraper le coup. Donc je pense que le problème n'est pas le LR, c'est vraiment l'espèce de pseudo-fin d'applicature qu'il faisait avant. Parce que, effectivement, quasiment les seules complications qu'on a dans le centre, c'est post-DOR, justement. On va conclure. Merci Maximilien, merci beaucoup, hein, c'était passionnant.